Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Où va l'école algérienne et quel avenir prépare-t-on pour l'élève algérien? De questions lancinantes qu'on se pose une fois de temps en temps, même très souvent, surtout en cette période de rentrée scolaire. Et comme chaque année, les problèmes sont quasiment les mêmes. Surcharge des classes et des programmes, manque de moyens et le spectre des grèves, évidemment, qui refait surface et qui est de nouveau brandi par les syndicats. Pour parler de toutes ces questions, avec nous ce soir sur le plateau de Controverse, Ahmed Tessa, bonsoir, vous êtes pédagogue, bonsoir. Auteur de livres sur l'éducation et sur l'éthique. Avec nous également Jamila Khiyar, vous êtes vice-président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Avec nous également comme invité ce soir, Larbi Noir, vous êtes le coordinateur national du CNAPEST, le Conseil national des enseignants du technique et du secondaire. Comment s'est déroulée donc cette rentrée scolaire 2013-2014? La première depuis des années sans Boubkar Ben Bouzid, Yann El Zied, Karim Bouaziz. Dimanche dernier, c'était la rentrée des classes, durant laquelle plus de 8 millions d'élèves étaient attendus. Un jour important pour les grands comme pour les petits. Les élèves ont repris très tôt le chemin des écoles. L'ambiance était à l'excitation et à la joie des retrouvailles entre camarades. Le lot des premiers jours d'adaptation avant d'entamer une année de dur labeur. Pour faire plaisir aux parents, il faut avoir de bonnes notes et rester sage en classe. Nous sommes en classe, nous sommes contents et on a passé de bonnes vacances. J'espère qu'on va bien travailler. Les parents étaient aussi pleins d'espoir, mais sans une pointe d'inquiétude quant aux éventuels mouvements de grève précédemment annoncés par les syndicats du secteur de l'éducation, ainsi que l'application prochaine de nouveaux aménagements préconisés par la tutelle. C'est le premier jour de l'année scolaire, on souhaite la réussite aux élèves. J'espère que les enseignants ne feront pas grève cette année. Réorganisation des horaires et allègement des cartables, telles sont les thématiques sur lesquelles va plancher la tutelle de l'éducation prochainement. Mais pour l'instant, l'optimisme est de mise pour les éducateurs, dont la tâche est de rendre chaque rentrée exceptionnelle. C'est le premier jour de la rentrée, je leur souhaite un bon retour et une année pleine de succès. Inquiétude ou optimisme pour l'année scolaire à venir? En tout cas, les enseignants ainsi que les scolarisés appréhendent déjà le nouveau programme pédagogique, toujours en cours de révision. Une rentrée qui s'est déroulée donc dans le calme, mais comme chaque année, nous avons l'impression que l'objectif est seulement de faire entrer les élèves en classe, mais pas de les prendre en charge réellement. Qu'en pensez-vous, Ahmed Tessa? La prise en charge des élèves est une chose primordiale. C'est l'une des missions de l'institution scolaire. Maintenant que des problèmes surgissent par rapport à cette prise en charge, sûrement. Mais une chose est certaine, c'est que le sourire des enfants qu'on vient de voir dans le reportage est un sourire qui nous réjouit, mais aussi qui nous interpelle par rapport justement à cette innocence qui s'exprime et qui attend de nous, les adultes, qu'on les prenne vraiment en charge. Donc vous parlez d'innocence, mais vous parlez aussi dans vos livres, dans celui qui est devant nous et que nous allons présenter ce soir, vous parlez aussi d'éthique éducative. Est-ce que cette éthique éducative a aujourd'hui sa place dans l'école algérienne ou est-ce que ce n'est qu'un slogan? Mais on ne peut pas parler d'enseignants ou d'éducateurs ou de responsables d'éducation sans référence à l'éthique. L'éthique professionnelle, chaque corps de métier, chaque profession a son propre éthique et code de déontologie. L'éthique éducative est incontournable dans le métier. Jamila Khiyar, comment est-ce que l'Association nationale, la Fédération des parents d'élèves a jugé cette rentrée, même s'il est encore tôt pour la juger? Y a-t-il des changements prévus? Est-ce que vous craignez, par exemple, le spectre de la grève? Écoutez, d'abord, je vous remercie de me donner une fois de plus la parole pour discuter un petit peu des préoccupations des parents. La rentrée scolaire, globalement, s'est bien déroulée. Nous attendons beaucoup, évidemment, parce que cette année, vous le savez, nous avons eu quand même à faire l'année dernière, l'année scolaire 2012-2013, une halte. On s'est arrêté, on a regardé derrière nous, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'éducation où on a eu, c'est-à-dire, on a eu quand même, je vais dire,
nous avons l'occasion de faire un petit peu la rétrospective, puisque nous sommes rentrés dans une réforme du système éducatif pendant une bonne dizaine d'années. Nous nous sommes arrêtés, nous avons regardé derrière nous, nous avons constaté des insuffisances. Ces insuffisances, nous les avons pris en charge, c'est-à-dire nous les avons posées en tant que parents. Le ministère et les partenaires du ministère, nous étions tous d'accord autour de la table. Nous espérons, puisque le ministère a annoncé beaucoup de nouveautés, nous espérons les voir concrétisées sur le terrain. Apparemment, les parents d'élèves sont satisfaits un petit peu des propositions et de la position du ministère de l'Éducation. Est-ce que c'est aussi votre cas, Al-Arbi Nouar, vous qui représentez ce soir le CNAPEST? Merci pour l'invitation, premièrement. Pour notre satisfaction des propositions du ministère, pour nous, en tant que syndicalistes, nous ne croyons pas aux propositions, aux promesses. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une lenteur inexplicable, inexpliquée aussi, dans la prise de décision de la part de notre ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, surtout quand il s'agit de toucher à un droit fondamental qui est le droit d'exercice syndical. Pour nous, ce droit passe avant tous les droits en tant que syndicat. Donc, il ne faut pas exercer une pression sur notre syndicat qui est l'intérêt de l'élève, etc. Parce que pour nous, l'élève, c'est le motif de notre existence en tant qu'enseignant. Si on trace les métiers de l'éducation comme des centres concentriques, le plus petit cercle, c'est bien l'élève. C'est-à-dire, c'est lui le plus intéressant dans le système éducatif. Tout ce que nous voyons comme enseignants, comme directeurs, comme ministres, ce ne sont que des moyens, enfin, pour permettre à cet élève d'avoir une bonne scolarité. Nous allons parler de l'atteinte au droit syndical que vous qualifiez bien sûr dans la deuxième partie de l'émission, mais est-ce que, d'après vous, est-ce que cette rentrée scolaire a commencé déjà avec des promesses? Pour le moment, durant la dernière rencontre avec Monsieur le Premier ministre, pour la réunion qui est enfin la conférence de préparation de la rentrée scolaire, il a été dit que des rencontres bilatérales seront organisées avec chaque syndicat. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu aucune invitation et nous attendons, mais notre attente ne sera pas éternelle. Bien sûr, on va prendre des mesures. Une nouvelle menace de grève à l'horizon, Al-Arbi Nouar? Oui, malheureusement, parce qu'on ne peut pas, en tant que bureau national, en tant que conseil national de ce syndicat, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire, parce que nous avons beaucoup de promesses pour régler des problèmes qui, normalement, ils n'auront pas été élevés jusqu'au stade du ministère, mais malheureusement, on laisse les choses comme ça. Et puis on arrive à un stade où on n'arrivera jamais peut-être à résoudre un problème qui commençait peut-être d'une façon très très minime. Ahmed Essa, vous parlez souvent d'éthique et ce sera un sujet sur lequel on s'attardera ce soir. Mais est-ce que les questions sociales, les obstacles sociaux aujourd'hui freinent le développement de l'école algérienne? Écoutez, les fonctionnaires du secteur, les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale, ils sont soumis à la même pression sociale et économique que les autres travailleurs des autres secteurs. Ça, c'est une évidence. On parlait tout à l'heure en off de la situation des corps communs. Et c'est une situation qui ne peut pas laisser indifférents les gens. Donc, moi, je ne m'installerai pas dans ce débat. En tant que pédagogue, je voudrais rebondir sur l'intervention de Mme Khiyar, qui parlait d'une consultation nationale, la première du genre d'ailleurs, et pendant 2 mois, janvier et février 2012, c'est l'évaluation d'étape, c'est en vue d'une évaluation d'étape de la réforme, 10 ans de réforme, il faut bien une halte, il faut bien... Effectivement, c'est quelque chose comme un total de 400 propositions qui ont émané du terrain.
que ce soit les enseignants, les parents, les élèves eux-mêmes ont participé au débat. Et je crois qu'il revient à la tutelle, avec des experts, d'étudier avec attention ces propositions et de sortir bien sûr avec des recommandations concrètes pour aller de l'avant. Est-ce que vous jugez que les réformes qui se sont faites en 10 ans sont positives, puisque le ministre de l'Éducation a affirmé qu'il fallait s'installer dans la durée? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de signes positifs de cette réforme qui a commencé, comme vous venez de le dire, depuis 10 ans? Oui, vous savez, on ne peut pas comme ça de prime abord dire que ça a été une réussite ou un échec. Il faudrait l'évaluer. Et pour l'évaluer, c'est tout le monde qui doit s'y mettre, et plus particulièrement les experts qui peuvent donner leur point de vue qui est prépondérant. Est-ce que la réforme tarde à venir, Jamila Khiyar, 10 ans aujourd'hui? Écoutez, moi j'aimerais, si vous permettez, rebondir ce que notre ami Habib Nouar a annoncé en disant que le petit cercle, l'enfant c'est le petit cercle, l'élève c'est le petit cercle. Moi je dirais l'élève n'est pas le petit cercle. L'élève est le noyau, c'est la colonne vertébrale du ministère de l'Éducation nationale. Sans l'élève, il n'y a ni ministère, ni enseignant, ni syndicat. Là, il faut qu'on s'entende. C'est la raison d'être. C'est la raison d'être. Est-ce que l'enseignant n'est pas considéré comme un noyau, selon vous? Écoutez, moi je commence par l'élève. Moi je dis que l'élève c'est la colonne vertébrale. C'est lui la raison d'être d'un ministère d'éducation nationale. À travers lui, il y a le corps enseignant. Le corps enseignant et l'élève vont ensemble. L'intérêt de l'un passe par l'intérêt de l'autre. On ne peut pas dissocier. Nous sommes pour la prise en charge des préoccupations, excusez-moi, la préoccupation des enseignants. Mais néanmoins, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'année dernière, quand il y a eu interruption de dialogue entre les syndicats et la tutelle, nous, la Fédération nationale, nous étions l'intermédiaire ou le médiateur. Et nous avons réinstauré ce dialogue. Nous espérons que ce dialogue va continuer. Parce qu'il ne faut pas aussi aller comme ça d'emblée et dire on annonce une grève. On ne peut pas partir. On vient de commencer, ça fait à peine 3 jours. Le Premier ministère, que je salue, parce que c'est une première dans l'histoire d'éducation, où l'État s'intéresse réellement à la rentrée scolaire. Il y a eu un Premier ministre qui était là. Et il a promis de la prise en charge, et il a promis d'instaurer les dialogues, et il a donné des orientations. J'espère que nos amis, les syndicats, je ne disconviens pas, hein, le droit syndical est un droit constitutionnel, mais le droit à l'éducation est un droit constitutionnel également. Et vous voulez dire qu'il y a trop de grèves aujourd'hui? Tout à fait. Vous avez vu à travers les reportages, les parents appréhendent. Donc écoutez, il faut absolument réfléchir et penser aussi à l'élève. Maintenant, vous avez posé la question concernant la réforme. Je dirais, et notre ami Habib Nouar, qui est représentant d'un syndicat quand même national important, il sera d'accord avec moi, il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, nous les avons salués et nous avons dit tant mieux, il faut les développer. Les points négatifs, nous les avons revus. Comme notre ami Tessa vient de le dire, il y a eu des propositions. À le moment où nous vous parlons, puisqu'à la rencontre du 31 août 2013, les experts ont pris en charge les problèmes. Nous espérons très bientôt aller vers les assises de la réforme de l'éducation nationale, et à travers les assises, on trouvera, Inch'Allah, toutes les solutions. Les assises qui auront lieu avant la fin de l'année, est-ce qu'il y a trop de grèves, comme le dit Jamila Khiyar, Habib Nouar? Non, je ne sais pas s'il y aura des grèves ou non, parce que toujours, je disais, je suis le dernier à le savoir et le premier à le déclarer, parce qu'il faut tenir des AG, des assemblées générales, puis le Conseil national, etc. Mais ce que je veux dire sur l'évaluation du système éducatif, de la réforme du système éducatif. Et nous reviendrons sur les grèves après. Parce que je vais oublier ce que je vais dire. Pour la première fois, c'est vrai, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on va organiser des assises, on va tenir des assises avant la fin d'année pour évaluer la réforme. Mais je crois qu'il s'agit d'un problème de l'État algérien. Parce que le seul État où on trouve 3 lois d'orientation pour la formation des citoyens, c'est l'Algérie. Il y a la loi d'orientation de l'éducation nationale, la loi de l'orientation de la formation professionnelle, la loi de l'orientation des universités, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. C'est comme si ces ministères sont dissociés
chacun dans une île à part, alors que tous les trois disent qu'on est en train d'appliquer la stratégie ou bien le programme de M. le Président de la République. Est-ce que le Président a trois visions différentes, sans aucun relais, avec ces trois stades de formation, c'est-à-dire l'éducation nationale, la formation professionnelle et les universités. Donc, normalement, on doit avoir une stratégie globale pour la formation, ou bien dans l'éducation nationale, la formation professionnelle, ou bien les universités, c'est-à-dire l'enseignement supérieur. Très bien. On va revenir au volet social qui a été abordé tout à l'heure et commenté par Jamila Khiyar. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, comme le pense la Fédération nationale des parents d'élèves, que seul l'élève est le noyau de l'école? Bien sûr. Quand je dis le petit cercle, c'est le noyau. On ne peut pas trouver un noyau hors l'organisme. C'est bien sûr ce que je disais, c'est la même chose. Mais est-ce qu'il y a trop de grèves aujourd'hui, comme l'a dit Jamila Khiyar? Est-ce qu'il y a trop de grèves, trop de protestations? Il n'y a pas de grève. L'année dernière, il n'y avait Est-ce que vous estimez, par exemple, que plusieurs fois par an, les élèves sont pris en otage, comme le pensent les parents d'élèves? Il y a des actions, il y a des faits commis par des petits responsables au niveau des wilayats, des erreurs commises. Et puis, le ministère donne toujours droit à ses subordonnés. Donc, on arrive toujours, après avoir un problème réglable au niveau local, on se trouve dans un problème énorme. Ce problème va peut-être ternir même l'image de l'Algérie au niveau international. Parce que quand on touche au droit syndical, c'est qu'on a touché à la Convention 87, qui a été ratifiée par l'Algérie dès son indépendance, je crois le 19 octobre par M. Ben Bella, Rabbi Rahmou. Et on se trouve maintenant, parce qu'il y a une exaction commise par un DE ou bien un directeur de proviseur de lycée, on se trouve devant une situation grandiose qui va ternir l'image de notre Algérie au niveau international. On a l'impression, Jamila Khiyar, et répondez à la question s'il vous plaît, c'est qu'il y a deux colères. La colère des enseignants face à la colère des élèves et des parents d'élèves. Est-ce qu'il y a deux colères qui s'affrontent durant l'année scolaire? Non, il n'y a pas de colère. Il ne faut vraiment pas... Mais vous êtes en colère quand même. Non, attendez. Moi, je vais vous dire pourquoi nous sommes un petit peu, je ne dirais pas en colère. Parce que nous partageons les doléances des enseignants. Nous aimerions que les enseignants aient les meilleures conditions de travail pour pouvoir réaliser le meilleur résultat. Mais moi, je vais vous dire, et je m'excuserai auprès de nos amis, les syndicats, le secteur, il est doté de presque combien? 8 syndicats. S'il y avait une grève qui est coordonnée avec l'ensemble des syndicats, et puis il y a une doléance qui est présentée globalement, ça aurait été normal. Mais le drame que nous vivons dans le secteur d'éducation nationale, c'est qu'il y a des planifications de grève qui sont simultanées et l'un après l'autre. Et du coup, vous pouvez trouver dans un établissement une classe qui travaille normalement parce que ce syndicat n'est pas en grève, et la classe qui est à côté est en grève parce que ce syndicat est en grève. Là, ça ne donne pas les mêmes chances aux élèves. Ça nous crée des problèmes, des programmes de rattrapage. Je ne dirais pas que nos amis les syndicalistes n'ont pas fait l'effort l'année dernière et l'année d'avant pour faire des cours de rattrapage et rattraper les heures perdues. Mais nous aimerions poser les problèmes ensemble. Nous sommes la Fédération nationale des associations parents d'élèves. Nos compatriotes ont leurs problèmes. Eh bien, qu'on les pose ensemble. S'il y a un problème, moi j'ai toujours dit, allez-y, continuez à travailler. Nous, en tant que parents, on les pose. Il n'y a pas assez de coordination aujourd'hui? Du tout. Il n'y a aucune coordination. Même entre les syndicats, il n'y a pas de coordination. Voilà. Non, je m'excuse parce qu'il faut éclaircir quelque chose. Hein, parce que c'est vrai, nous avons beaucoup de syndicats, mais nous avons aussi beaucoup parmi eux qui ont été créés par des cercles dans notre ministère pour contrarier les syndicats représentatifs. Donc, il y a beaucoup de syndicats qui font la grève sur les journaux, mais sur le réel, ils n'ont aucune représentativité. Ce que je veux dire, c'est que pour instaurer un climat de confiance et de dialogue, il faut qu'on trouvera des solutions aux problèmes posés, c'est-à-dire maintenant, et non pas attendre 3 à 4 mois pour un problème de rien du tout. De deux, il y a aussi les enseignants
pour l'application de la loi des enseignants, c'est-à-dire le statut particulier, surtout dans sa version 2012. Et il considère les enseignants du primaire et les enseignants du moyen en voie d'extinction. C'est une comment dirais-je, c'est une porte atteinte à ces enseignants parce qu'après tant d'années, après 20 ans, après etc., il y en a ceux qui étaient mes enseignants. On les considérait dans cette loi comme en voie d'extinction. Ce que nous avons dit, nous, c'est une mauvaise lecture qu'a fait l'administration. Il faut revoir sa lecture. Il faut permettre, parce que dans toutes les lois au monde, on donne ce qu'on appelle un droit acquis. C'est-à-dire, si une loi nouvelle vient annuler l'ancienne loi, ceux qui ont été dans leur poste vont bénéficier de la nouvelle nomination. Malheureusement, ils ne veulent pas comprendre ainsi et ils ont commis même un principe fondamental dans la loi fondamentale du pays qui est la Constitution, c'est-à-dire le droit acquis et préservé par les lois nouvelles. Ahmed Tessa, est-ce que éthique et conditions socio-professionnelles vont ensemble? Écoutez, je vais intervenir sur 2 points. Mais répondez d'abord à la question. Oui, mais bien sûr, justement, je l'ai noté. Vous savez, les droits de l'élève qui n'ont pas été malheureusement formalisés, seule une charte de l'éthique et de la déontologie pourrait le faire, les droits de l'élève qui ne sont pas en contradiction avec les droits de l'enfant, bien au contraire, doivent être respectés. Et quand on respecte les droits de l'élève, cela veut dire, en un seul mot, pour faire simple et clair, observer des devoirs. L'éducateur, qu'il soit enseignant ou chef d'établissement ou parent, a des devoirs qu'il doit observer scrupuleusement pour garantir le droit des élèves. C'est des devoirs. Maintenant, pour ce qui est des conditions socio-professionnelles, bien entendu que les syndicats ont le droit de revendiquer pour améliorer ces conditions, c'est tout à fait normal. Mais porter atteinte aux droits des élèves est aussi une chose inacceptable. Est-ce qu'il y a un juste milieu? C'est sûr qu'il y a un juste milieu, c'est grâce au dialogue et à la concertation. Deuxième point, elle a parlé des heures de rattrapage suite à des grèves des cours n'ont pas été faits et puis on les rattrape par la suite. C'est le pédagogue qui parle. Un retard dans une progression ne se rattrape pas. Ce n'est pas une usine où l'on fait des boîtes de sardines et où on peut rattraper un retard de production. Donc le rattrapage ne sert à rien, Ahmed Tessa. Le rattrapage n'est pas du programme. Pédagogiquement, le rattrapage tel qu'il se fait pour rattraper un retard suite à des grèves. L'Arabie dit l'essentiel du programme peut être rattrapé. Oui. Les grandes lignes du programme, on peut les rattraper. Oui, parce non, que... on ne rattrape pas sur le plan psychologique. Il faut voir le traumatisme psychologique que subit l'enfant. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais il faut aussi incriminer l'administration. Non, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Quand on est devant une administration qui agit en dialogue des sourds, et quand on vous dit que vos revendications, tous les ministres, le gouvernement disait auparavant, avant les grèves, disait les revendications sont justes, sans... Monsieur le ministre, cette fois-ci, le 31 août, malheureusement... Monsieur le ministre, au 31 août, il a dit, devant vous, vous étiez tous présents, il a dit, moi j'avais posé le problème, j'ai dit, il faut commencer l'année sur de bonnes bases. Il a dit ceci, 90% des préoccupations des enseignants ont été pris en charge. Je n'ai pas entendu un syndicaliste reprendre la parole et dire, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu. Là, moi, la question que je pose, et je partage le point de vue de monsieur Tessa, c'est un pédagogue. C'est vrai que le rattrapage se fait, mais se fait aussi sur les droits des enfants, se fait sur les vacances, se fait sur les week-ends, se fait sur le repos. Donc c'est vrai que ça perturbe et l'élève et les parents. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Que voulez-vous qu'on fasse quand vous avez 8 syndicats qui programment l'un derrière l'autre des grèves répétitives? Merci Madame Riyad. On va passer à la deuxième partie de controverse et on va calmer aussi les esprits.
Deuxième partie de controverse. Ce que vous pensez nous intéresse beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous allons toujours à votre rencontre. Et concernant l'école, vous allez le voir, vous avez beaucoup de choses à dire. Ça se dégrade. L'accueil des parents, les parents eux-mêmes ne sont pas organisés. Je suis sidérée, moi-même qui est maman. Et là, je suis en train d'inscrire mes enfants. Ça se dégrade de plus en plus. C'est trop chargé. Et parfois, il y a des choses, je ne dirais pas inutiles. Non, ce n'est pas inutile. Mais ce n'est pas le moment. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment. C'est trop chargé. Le programme, il est trop chargé, surtout dans le moyen. On voit que la situation de l'école algérienne est devenue vraiment grave parce que, par exemple, en premier trimestre, on l'a en deuxième, en troisième, il y a trop de charges au niveau des matières, au niveau des affaires, etc. Donc l'élève n'arriverait pas à suivre ou à maintenir la situation. C'est-à-dire qu'au bout d'une année, il essaye d'avoir une moyenne, juste la moyenne. Il n'arriverait pas à avoir une bonne moyenne, il n'arriverait pas à suivre parce que tellement il y a de charges, donc il n'arriverait pas à suivre bien. Actuellement, le programme public, mes enfants ils font le double programme, ils sont dans une école privée. Ils font en parallèle bien sûr le même programme que le public, donc c'est le double programme. Effectivement, c'est trop chargé, surtout le Tarbiya Islamia. Ils ont un programme, tu as les imams. Sincèrement, quand je suis mes enfants, c'est un programme. Il y a des choses que moi, quand j'ai été à l'école, ils n'étaient pas dans mon programme, dans le programme de l'époque. Maintenant, ils ont des livres des imams. Micro-trottoir réalisé par Nour Chahine. Bien sûr, tous les parents sont évidemment responsables des propos qu'ils tiennent. On va poser deux questions aujourd'hui avec vous, Ahmed Essa, Jamila Khiyar et Habib Nouar. Première question, avant de parler des écoles privées, évidemment. Ahmed Essa, les parents sont-ils désemparés aujourd'hui? Les parents d'élèves, bien sûr. Les parents d'élèves sont des adultes. Ils n'ont pas à être désemparés, ils ne doivent pas. Et il y a une solution à leur désarroi, c'est de se constituer en association au niveau de l'établissement et de fédérer et de mutualiser leurs efforts pour peser en tant que force de proposition. Et tant que les associations de parents d'élèves ne sont pas effectives et tant que les parents ne participent pas aux travaux du bureau d'association, aux AG, à une mobilisation pour améliorer les conditions de travail de leurs enfants au sein de l'établissement, rien ne se fera de positif par rapport à cet aspect des choses. Donc le désarroi des parents, moi je ne le comprends pas. Ils doivent s'engager dans un mouvement associatif que la loi leur offre d'ailleurs, et ils peuvent peser en tant que force de proposition. Les parents d'élèves, une force de proposition, Jamila Khiyar? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes une force de proposition puisqu'il y a une circulaire, il y a même dans la loi, même le décret présidentiel, il fait participer les parents dans l'attribution de la prime scolaire, dans l'orientation scolaire. Donc nous sommes partie prenante et nous sommes un partenaire incontournable. Malheureusement, certaines écoles, parce qu'il y a une circulaire qui oblige chaque établissement à se doter d'une association des parents d'élèves. Malheureusement, il se trouve que dans certaines écoles, ils ne sont pas organisés, soit que les parents ne sont pas mobilisés, soit que le directeur d'établissement ne veut pas avoir une association de parents d'élèves parce qu'il considère que c'est un petit peu... c'est rentré dans leurs 18 mètres. Parce qu'ils refusent d'être contrôlés. Alors qu'il faut qu'ils comprennent. Nous ne sommes pas là pour contrôler ni pour porter des jugements. Nous sommes là pour compléter le programme et se relier sur le terrain. Habib Nouar, est-ce que vous estimez aujourd'hui que le combat pour l'école doit être le fruit d'une coordination entre les syndicats et les associations des parents d'élèves? Je crois que l'affaire de l'école est une affaire de l'État algérien. En premier lieu. Bien sûr, c'est l'État algérien qui dicte les programmes à appliquer dans les écoles. Pour nous, les enseignants, nous ne sommes que des applicateurs, des exécutants. Donc, on ne peut pas obliger de faire ça, ou bien d'éliminer un chapitre du programme, sauf quand il s'agit
de l'inadéquation, par exemple, du volume du programme avec le volume horaire. On peut intervenir parce qu'il faut trouver une solution. Sinon, l'élève ne bénéficiera pas de ces programmes. Mais concernant le projet de société que contient les programmes, c'est une affaire de l'État. Malheureusement, l'État, ce n'est pas partisan. C'est l'État algérien, c'est-à-dire une stratégie de long terme pour déterminer le devenir du citoyen algérien. Qu'est-ce qu'on veut former de ces citoyens? Comment on va le former, etc. Malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une politisation, je dirais malsaine, de l'école. Parce qu'une fois un organisme demande l'intégration d'un concept dans les programmes, on va répondre favorablement. D'ailleurs, dernièrement, je lis dans les journaux qu'on demande Tarbiyat Toroqiya. L'éducation routière. L'éducation routière au niveau de... Oui. Et ceux de l'environnement demandent l'intégration de Tarbiyat al-Bi'iyya. Vous êtes contre? Normalement, ce sont des concepts. Ce sont des concepts que l'élève doit savoir, mais pas en tant que matière séparée. Moi, personnellement, je suis avec l'annulation de Tarbiyya al-Khuluqiyya ou al-Madaniyya ou l'Islamiyya en tant que matière. On peut les enseigner à travers les mathématiques et les langues, c'est-à-dire en tant que texte, étude de texte. On va développer la compréhension chez l'élève, on va lui permettre de comprendre un texte et de retenir des concepts qu'on veut lui inculquer à travers ces matières. Malheureusement, maintenant, la Tarbiyya al-Islamiyya, par exemple l'éducation religieuse et civique, n'enseigne pas à l'élève quoi que ce soit. Seulement, il la voit comme une matière qu'il doit avoir 10 et ça s'arrête là. Donc, il ne va pas généralement retenir un concept, par exemple, d'éthique ou bien de civisme ou bien religieux. Vous comprenez ce que je dis? Ahmed Essa, l'introduction de nouvelles matières. Oui, alors là, il touche du doigt un aspect du régime pédagogique très important. Je vais abonder dans le sens qu'il a développé pour faire encore plus simple et plus clair. Effectivement, l'éducation à la prévention routière, l'éducation à l'environnement, l'éducation morale, civique, religieuse ne sont pas des matières à enseigner. Non, effectivement. Elles doivent se pratiquer par l'exemple. Elles doivent être intégrées de façon horizontale dans toutes les autres disciplines. Des disciplines de base, telles que les maths, surtout les maths et les langues, l'histoire, la géo, les sciences. Effectivement, c'est imprégner ou bien intégrer ces concepts clés pour la citoyenneté. C'est l'éducation à la citoyenneté dans les disciplines majeures, dans les disciplines essentielles, et surtout, ne pas les enseigner selon le rituel scolaire, apprendre par cœur. Ça n'a pas du tout d'impact sur l'éducation de l'enfant, mais les enseigner par l'exemple, c'est par la pratique. Voilà. Et il faut trouver un régime pédagogique, une méthode, une organisation pour les mettre en pratique au niveau de l'établissement scolaire. Djamil Akhia, vous êtes directement concerné par ce sujet et les élèves. Que pensez-vous donc de l'introduction de ces nouvelles matières environnementales, religieuses, politiques et civiques? D'abord, religieuse, elle n'est pas nouvelle. Elle a toujours été. Mais beaucoup de parents, oui, allez-y. Oui, elle a toujours été. Mais moi, je partage le point de vue de mes collègues. D'autant plus que M. Tessa, c'est un pédagogue, c'est un expert dans son domaine. Je ne vais pas le contredire. Vous pouvez le Non. Je ne peux pas le contredire parce que je partage totalement. Ça soulage l'élève, ça soulage le programme. Mais néanmoins, il y a 3 ou 4 ans en arrière, le ministère de l'Éducation nationale avait ratifié, signé des conventions avec le ministère de l'Environnement, le ministère du Sport et le ministère de la Santé. Donc il y a 3 conventions qui sont signées entre le secteur de l'éducation nationale.
Là, ça ne veut pas dire qu'il faut les introduire comme des matières, mais c'est bien que tout le monde se met autour de l'élève pour essayer de lui donner le meilleur. Savoir ce que c'est que l'environnement, comment protéger son environnement, comment... Je partage le point de vue de M. Mlawar. C'est normal qu'il faut peut-être éviter de bourrer comme ça les crânes des enfants. Par contre, il faut venir progressivement expliquer en introduisant, en intégrant ces notions ou cette approche dans les enseignements tels que les mathématiques, les sciences, etc. Effectivement, c'est très important ce que vous venez de dire, Madame Khiyar. Les intégrer, non pas en tant que matière à enseigner, ça ne porte pas, ça n'a pas d'impact. Le 18 en éducation morale n'est pas un gage de bonne moralité ou de bon comportement de la part de l'élève. Et là, avec la triche, le copiage et tout, on connaît la musique. Le rituel scolaire tue des disciplines aussi essentielles que l'éducation à la prévention routière, l'éducation morale, l'éducation à l'environnement. Donc il faut les intégrer de façon intelligente. C'est une question d'organisation pédagogique et de méthode. Est-ce qu'il y a un bourrage de crâne aujourd'hui à l'école? Bien sûr. Bien sûr, parce que, comme disait un adage, disait que les Anglais éduquent leurs enfants, les Français les cultivent. Et nous, les Arabes, en général, on les bourrait de toutes les connaissances sans rien faire, sans avoir rien. J'aimerais bien parler d'un aspect de l'enseignement qui est l'enseignement professionnel, qui est stipulé dans notre loi de l'orientation scolaire. Il y a une orientation vers l'enseignement professionnel. Mais malheureusement, et on va parler après des écoles privées, allez-y. Même les parents refusent que leurs enfants aillent vers cet enseignement. Nous avons une petite proposition à donner aux autorités, puisqu'on accuse toujours qu'il y a une politisation des résultats du baccalauréat, et beaucoup de gens vont vers les universités sans aucun bagage. Pourquoi pas même son profil de recherche, son profil, on les accuse. Mais c'est grave, c'est grave quand vous dites que l'enfant va avec son baccalauréat sans aucun bagage. On les accuse. Vous êtes enseignant. Je dis on les accuse. Toute la société, dans les journaux, on lit toujours que le baccalauréat n'est pas crédible, etc. Nous en parlerons dans la troisième partie. Donner aux élèves les mêmes privilèges qu'on leur donne à l'université, c'est-à-dire une bourse à partir de la première année de l'enseignement professionnel. Une bourse, le transport, la restauration, etc. On va leur donner les mêmes privilèges qu'il va trouver à l'université. Donc, il va choisir lui-même d'aller auparavant, au lieu de répéter le baccalauréat pour 2-3 fois, pour l'avoir et aller à l'université, il sera déjà formé dans un métier ou bien comme ingénieur d'application, etc. Allez-y, Jamila Khiyar. Il faut que je prenne la parole. Allez-y, brièvement. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende. Les parents n'ont jamais refusé d'aller vers l'enseignement professionnel quand cela l'exige. Et laissez mon enfant a le droit d'aller vers un enseignement général. Pourquoi voulez-vous le priver de son baccalauréat? Seulement, nous, parents, Fédération nationale, nous avons fait la proposition. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, nous avons dit, dans l'orientation scolaire, à la fin du cycle, au lieu de mettre les enfants à la porte, dire orienter vers la vie active, c'est de l'orienter directement vers la vie professionnelle, c'est-à-dire vers la formation professionnelle, en mettant des ponts, c'est-à-dire des passerelles entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la formation professionnelle, pour éviter la déperdition. Parce que les enfants, alors écoutez bien, les enfants, ils ne peuvent pas être orientés directement s'ils ne sont pas orientés par l'éducation nationale. Le parent ne peut pas inscrire son enfant parce qu'il n'a pas l'âge qu'il faut. C'est-à-dire que de 16 ans jusqu'à 18 ans, il est mis à la porte, donc il devient hébiste.
Et si pendant ces 3 années, donc l'enfant il peut vraiment dégringoler, aller vers une mauvaise orientation. Ce que nous avons demandé, c'est que ces passerelles se fassent entre l'éducation et la formation professionnelle, mais il faut que ça soit une orientation à la fin du cycle scolaire. Est-ce que vous êtes favorable à l'introduction de bourses comme le propose Alain Noah? Tout à fait. Il faut les encourager. Tout à fait. Même, moi je dirais plutôt, pourquoi ne pas aller vers le système comme ça se fait ailleurs? Quand vous avez par exemple des élèves, vous pouvons les orienter vers des études techniques. Maintenant, je prends l'exemple aujourd'hui du lycée des mathématiques de Cuba. Nous avons vu aujourd'hui, on prépare l'élite, mais nous avons vu la demande. C'est tellement important, nous avons été jusqu'à demander de multiplier ou de dupliquer ce genre de structure d'accueil à travers le territoire national pour éviter que les parents viennent tous sur Alger. Ahmed Essa. Encore une fois, M. Rabinouar a soulevé un problème de fond et ça pourrait être peut-être le thème d'une émission de controverse, c'est comment valoriser la formation et l'enseignement professionnel. C'est tout un programme. Il vient d'émettre certaines propositions, Mme Khiyar aussi. Alors, la valorisation de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, et de l'apprentissage aussi, donc il faut distinguer les trois maillons d'une chaîne. La valorisation passe d'abord, avant l'orientation, avant la passerelle d'orientation, il faut informer l'élève, il faut le former, il faut lui faire découvrir les métiers à partir du primaire, l'informer sur l'importance de tel et tel métier au niveau du collège, pour qu'à la fin du collège, il y ait justement ce choix assumé, volontaire de l'élève pour une orientation vers l'enseignement professionnel. Deuxième élément de valorisation, très important, c'est qu'en Algérie, et c'est une grave dérive, l'université, le ministère de l'enseignement supérieur refuse d'accéder à une valorisation de l'enseignement, des diplômes d'enseignement professionnel pour les accès. C'est l'un des rares pays au monde à le faire. Alors que l'enseignement professionnel dans les autres pays... Comme je disais tout à l'heure, stratégie d'enseignement. Non, c'est un état d'esprit, c'est pas la loi. Hein. C'est un état d'esprit qui prévaut au niveau de l'enseignement supérieur, qui dévalorise l'enseignement et la formation. Ahmed Essa, une dernière question avant de passer à l'interro-photo. L'école privée est-elle une solution aujourd'hui? Une solution. Une partie de la solution. Ah, quand même. Une partie de la solution, mais une école privée qui répond à des normes d'encadrement, à des normes d'infrastructure, à un certain état d'esprit. Elle pourrait venir en complément de l'école publique, mais encore une fois, dans un cadre réglementaire strictement respecté et strictement contrôlé. Ahmed Essa pense que l'école privée est une partie de la solution. Et vous, Jamila Khiyar? Ben oui, au début, on avait applaudi avec les deux mains. Pourquoi? Parce que ça venait pour soulager la charge de l'école publique. Et si les parents ils ont les moyens de payer, pourquoi pas? C'est tant mieux. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose. Je dirais même que ça pénalise certains enfants. Pourquoi? Je suis désolée, je ne vais pas dire que toutes les écoles privées, mais je dirais qu'il y a beaucoup de bourrage, beaucoup de... les notes sont gonflées. Et puis quand ils arrivent, un moment au niveau des examens, donc c'est pas pénalisé, il y a des moments où les parents maintenant, ça fait 2 années, où les parents reviennent vers l'école publique et nous avons beaucoup de difficultés à les faire intégrer. Larbi Mnoul, votre avis sur la question des écoles privées? Je veux dire, je parlais plutôt sur 2 points concernant les écoles privées. Premièrement, ils n'engagent pas des enseignants à temps plein. C'est-à-dire, ils ont toujours recouru aux retraités ou bien avec des enseignants qui travaillent à l'heure. La rémunération des enseignants au niveau de ces écoles est à regretter, malheureusement. Donc, ils ne suivent pas, comme disait... Elle est importante. Comment? Elle est importante, la rémunération. Non, elle n'est pas importante. Oui, elle n'est pas importante. Parce qu'il y a des enseignants qui touchent 2-3 millions par mois, à temps plein. Millions de centimes, il faut préciser. Centimes, évidemment. Oui, bien sûr. 20 à 30 millions. Il y a aussi un problème pédagogique qui touche l'autorité pédagogique des enseignants dans l'école publique.
On a plusieurs cas où un élève, suite à ses notes dérisoires, avec un 4 et 5 comme moyenne annuelle, et il est mis à la porte, Mais il sera rattrapé par l'école publique. Non, privée. Privée. Et il passera l'année. À la classe terminale, il va revenir chez les enseignants avec un arrêté ou bien une décision administrative, parce que c'est une école algérienne, et il va se trouver à la classe terminale avec les mêmes enseignants qui l'ont radié l'autre fois. Donc, il va toucher à l'éthique de l'école aussi. Hein. Très rapidement, Ahmed Essa. Oui, ce sera le thème du prochain livre, justement, concernant l'école privée. Là, il vient de soulever une question d'éthique. C'est le blanchiment de niveau qui se fait. Malheureusement, il faut le regretter. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Non, c'est pas tout. Il y a des cas. Il y a des cas. Non, il y a des cas dans des écoles. Donc, on ne peut pas généraliser. Excusez-moi, il faut juste dire un mot que les écoles privées qui n'utilisent pas ça comme de fonds de commerce. Il faut absolument garder quand même l'éthique, c'est l'enseignement et c'est la pédagogie. On passe à présent, si vous le voulez bien, à la dernière partie de Controverse. C'est l'heure de l'interro photo. Le principe est très simple, 3 photos et des commentaires. On passe à présent à la première photo. Je pense que l'image est parlante. C'est une photo de classe, quelque part en Algérie. Et cette photo pose évidemment la question de la surcharge des classes qui revient donc chaque année. Nous en parlions il y a quelques jours avec vous, Jamila Khiyat. Ahmed Essa, pourquoi chaque année ce problème récurrent de la surcharge des classes? C'est un déficit en capacité de réalisation au niveau des APC ou des APOI. C'est aussi, il faut le dire, une conséquence de la double cohorte initiée par la réforme qui a fait qu'il y a une pression sur les réalisations, mais ça fait mal au cœur de voir ça. Un mobilier qui date de l'antédiluvien et 3 élèves par classe. Par table. Je ne sais pas si c'est un montage ou bien non, c'est une vraie photo, Ahmed Essa. C'est étonnant. C'est une vraie photo. Prise quelque part étonnant, en Algérie. Un petit commentaire, Jamila Khiyat. Écoutez, moi ça me désole, hein. Vraiment ça me désole et ça a été notre cheval de bataille. Nous luttons quotidiennement pour dire barakat, nous voulons de la qualité, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Le ministère de l'Éducation, ils ont de l'argent, mais comme il l'a si bien dit, c'est un problème de capacité de réalisation, c'est un problème qui touche plusieurs secteurs. Il faut que peut-être aujourd'hui qu'on donne la primauté ou la responsabilité au ministère de l'Éducation pour qu'il puisse gérer ses propres infrastructures. Parce que dans le cas de la réalisation, ce sont les autres qui réalisent pour le compte du ministère de l'Éducation nationale. Et encore plus grave, nous avons des classes qui sont aussi surchargées et des écoles qui tournent à double vacation. On passe à la deuxième image. C'est le bac. Le baccalauréat algérien, nous avons vécu cette année une crise du bac. L'Arabi Mnower, le bac algérien a-t-il encore de la valeur aujourd'hui? C'est une question très très difficile parce que le baccalauréat algérien est accepté dans le monde entier. Il y a quelques anomalies qu'on enregistre chaque année. Nous avons aussi quelque chose que nous retenons contre la méthode de l'évaluation au baccalauréat. Mais pour le moment, il reste un diplôme d'État. Un diplôme d'État. Et nous avons beaucoup d'élèves algériens qui sont partis vers d'autres universités et qui ont démontré qu'ils ont quelque chose, qu'ils ont gagné beaucoup de choses en Algérie. Il ne faut pas discréditer le bac. Discréditer. Ahmed Essa, que vaut aujourd'hui le bac algérien? Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Al-Arbi Nouar. Il est là, hein, depuis 1806. Hein, c'est une création de Napoléon Bonaparte. Une vraie institution. Voilà, une vraie institution. Dans les pays francophones, il faut le dire, hein, dans les pays francophones. Le réformer sûrement,
ne pas le laisser vieillir dans la naphtaline. Est-ce que d'après vous, le bac algérien a besoin d'être réformé? Réformé, en France, ils l'ont réformé. Alors on pense même à l'annuler en France. Oui, et revenir au système anglo-saxon. Oui, le système d'évaluation anglo-saxon est de loin meilleur. On passe à présent, si vous le voulez bien, à la troisième image. Je pense que vous connaissez tous cette personne, Abdelatif Baba Ahmed, ministre de l'Éducation nationale, qui a succédé il y a tout juste un an à Boubkar Ben Bouzid. Comment jugez-vous un an de dialogue avec Abdelatif Baba Ahmed? Bon, pour moi, je crois qu'il cherche toujours à comprendre. Il veut toujours entendre, mais il a mis beaucoup de temps pour répondre. Vous avez bien résumé. Oui, c'est ça. Fatih Akhiyar, Jamil Akhiyar, le dialogue avec le ministère actuel après de longues années, bien sûr, passé avec Boubkar Ben Bouzid. Oui, écoutez, moi je dirais qu'il a ouvert le dialogue, puisqu'il a commencé en mois de septembre, je me rappelle, et il a fait la première rencontre avec nous tous, c'est-à-dire tous ses partenaires, fédérations, syndicats, et ensuite il a fait des rencontres bilatérales. Nous-mêmes, en tant que fédération nationale, nous l'avons rencontré à plusieurs reprises. Il a écouté. Maintenant, dans la réalisation, pourquoi ça n'a pas été fait, pourquoi ce retard, là, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. Controverse, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous remercions nos invités, Ahmed Essa, pédagogue. Je rappelle que vous sortez un livre pour une éthique éducative au service des élèves. Ce livre va sortir la première semaine du mois d'octobre. Il faut préciser que les droits d'auteur seront cédés à l'Association des retraités de l'éducation nationale de la wilaya de Annaba. Merci également à vous, Jamil Akhiyar, vice-président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Et merci aussi à vous, Al-Arbi Mnour, vous êtes le coordinateur national du NAPEST. Merci également à Ali Achour et à vous de nous être fidèles. À mercredi prochain. Merci.